I have a package for you. Salut à tous et bienvenue dans le 17e épisode de votre podcast favori. Je suis accompagné de Thomas, Salut. de Candice, Bonjour. de Yann, Salut. et nous avons l'immense honneur d'accueillir Harper S. Harlow Hello. qui va nous parler de son festival de Cannes. Je suis Hugo et bienvenue dans Recommander. Alors on va directement passer à l'interview avec Candice qui va poser les questions. Bah oui, mais du coup, pour commencer tranquillement, je voudrais te demander de te présenter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je sais que tu fais beaucoup de choses. Pour spoiler un peu, j'ai le plaisir de travailler avec Harper sur un projet théâtral au sein de la compagnie de la conciergerie. Et voilà, je te laisse te présenter pour la suite. Donc, comme tu l'as dit, on bosse ensemble pour la compagnie La Conciergerie. Moi, je suis metteuse en scène et comédienne pour cette compagnie-là. À côté, je suis aussi autrice, roman, théâtre, performance, un petit peu de tout. Et j'ai aussi un pied en fait dans la musique. Moi, c'est vraiment de là où je viens à la base. Et je fais partie en fait du duo électropop XH. Ok, trop cool. Mais qu'est-ce que tu ne fais pas ? Bah oui. Le café. Mais t'as une formation aussi de musique un peu plus classique, non ? Je crois que tu joues de C'est la ça. harpe Moi, à aussi. la base, je suis harpiste en fait. J'étais au conservatoire de 5 à 18 ans. Ok. Donc tout ce qui était harpe, solfège, le truc un peu rébarbatif, mais sympa quand même. Et puis après, je suis passée au chant, lyrique, et puis surtout jazz et blues. Moi, c'était vraiment ma cam à la base, jazz, blues, gospel, ce genre de choses. Et le piano, c'est ajouté à ça aussi. Le piano, c'est vraiment parce qu'il a fallu que je le fasse pour le boulot. Ok. Mais c'est vraiment genre 2 accords, faut pas m'en demander plus. C'est incroyable, il n'y a personne qui joue de la harpe. C'est trop fort. C'est vrai que c'est Bah rare. voilà, ouais. maintenant tu connais quelqu'un qui joue de l'art. Non, si Puis on n'est pas très nombreux. Non, mais il y a tellement de cordes sur la harpe. Tu te dis, il y a tellement de... j'ai pas les termes. Je panique, j'ai pas les termes. Non, mais ce que je veux dire, pour moi, je me dis déjà, je joue du piano, de la guitare, genre, c'est angoisse, tu vois, il y a trop de trucs à gérer, et du coup, je me dis une harpe, genre juste la gestion des distances, de la force que tu mets sur les cordes et tout, je trouve ça fou. Mais c'est simple, le ukulélé, il y a 4 cordes, j'ai jamais réussi, alors la harpe... Bah, tu vois, pour moi, le ukulélé et la guitare, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que t'as que 4 ou 6 cordes et genre t'as 12 000 cases. Moi, déjà, je serais paumée. Alors que vraiment, la harpe, c'est comme pour le piano. Grosso modo, t'as une touche ou une corde pour la harpe, un son. Ok. Oui, Au moins, c'est c'est simple, tu sais où tu vas. Après, ce qui est plus compliqué, c'est que nous, pour la harpe, on n'a pas autant de notes que pour le piano. Donc, t'es obligé soit d'avoir des clapets pour la petite harpe, soit de jouer avec les pédales. Et alors là, en général, Ok. c'est un peu plus complexe. Ok. Ok. Mais ouais, pour moi, c'est plus simple, quoi. Ouais, et puis c'est juste que t'en fais depuis tellement l'habitude longtemps après. aussi que tu penses harpe, quoi. C'est ça. Je connais, on se parle, elle et Oui. moi. Ouais. C'est normal. Le dialogue est ouvert depuis longtemps. J'adore, non, je serais curieuse de t'entendre jouer de la harpe. Bah, à l'occasion, quand tu veux. Je l'ai pas vu, ça doit prendre tellement de place en plus. Non, elle est à l'appart. Quand Ah on a ouais répété ce matin, tu as répété juste à côté. Sous le drap blanc. Yes. Waouh. Waouh. Wow. Excusez-moi, il y avait un truc un peu mystique, tu vois. Ouais, sous le drap blanc. Ça fait le nom de film français. Et bah du coup, je vais enchaîner là-dessus. Donc après les 1000 capacités artistiques d'Harper, on a le plaisir de la recevoir aujourd'hui, comme le disait Hugo, parce que elle a assisté à une partie du Festival de Cannes. Alors peut-être que nos auditeurs ont suivi un petit peu nos publications sur Instagram. On vous a, comment dire... On vous a Rincé. On Ouais, vous a rincé. rincé, ouais, tous les vous jours de aviez plein de publications. recos, autour Exactement. du festival. On a tous un peu bossé dessus et Toto a beaucoup bossé dessus. Compiler tout ça pour... Ouais. Il nous a pour fait un vous truc servir. bien, mais on s'est rendu compte quand même qu'on était passé à côté de certaines choses. On a parlé des classiques, on a parlé de ce qui est sorti de cette année, ce qu'on a aimé, ce En que... fait, on n'a pas beaucoup parlé de cette année. Non. On a surtout... On a parlé remis de les choses bases. et d'autres, parce On a que remis les bases, Comme on on va n'y dire. était pas, on pouvait Ouais. pas en parler, mais maintenant, on va pouvoir en parler un petit Exactement. peu. Et du coup, ma première question, elle se porte plutôt sur l'ambiance générale du festival. L'envers du décor, l'ambiance, le festival en lui-même. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Bah, moi, pour la petite histoire, déjà, j'étais invitée donc, par waouh. des gens du boulot. Ah, ok. Donc, j'avais un pass qui m'ouvrait à peu près toutes les salles, Trop bien. ou ce genre de choses. Voilà, Ok. classe. Donc déjà, j'étais assez privilégiée par rapport à ça. Sachant que le Festival de Cannes,
pour moi, il y a un petit côté, 3 ambiances, dans le sens où il y a toute la partie, on est là pour être vu. Oui. C'est très clairement, c'est clinquant, Tapis il faut... rouge. Exactement, plus c'est grandiloquent. Par exemple, un truc idiot, mais la montée des marches, quand on arrive, on a juste une robe noire toute simple ou des chaussures plates, voilà, qui passent pour des chaussures habillées. Personne va vous regarder ou va vous remarquer. Par contre, s'il y a des paillettes, des plumes, alors là c'est bon. Là, vous C'est avez un fait peu- la bonne Ils bonne essayent de montée. faire la rivalité avec le Met Gala, quoi, en gros. Exactement. D'ailleurs, c'est ce que dans la presse étrangère, c'est ce qu'ils disent régulièrement, que la montée des marches de Cannes équivaut au tapis rouge du Met Gala, Ok. du coup, mais en Europe. Ouais. Parce que c'est vraiment ce rapport-là. Il y a vraiment tout ce côté très glamour qui fait rêver, c'est souvent la première chose qu'on voit et qu'on connaît du Festival de Cannes, et ça représente, on va dire, allez, 90% de toute la couverture médiatique du festival. Ensuite, il y a toute la partie, effectivement, plus souterraine, hormis les plages, où là, effectivement, c'est tout le marché du film, avec les jeunes équipes qui cherchent des producteurs, c'est quasiment tout le temps ça. Il y a très peu d'acteurs qui vont chercher des réalisateurs. C'est beaucoup C'est de souvent- rencontres et de réseaux et de choses comme ça. Exactement. Ok. Et donc il y a toute la troisième partie, où c'est plus du public qui vient un peu profiter, qui vient voir les stars, qui vient voir... là, cette année, ils avaient mis un cinéma, en fait, sur la plage, où ils repassent tous les soirs des grands bien. classiques. Ils tournent en général aussi une émission avec là des stars qui sont venues chanter des chansons que tout le monde connaît de certains films. Donc il y a vraiment un peu ces 3 ambiances-là. T'as un truc beaucoup plus familial, du coup, sur la Exactement. dernière partie. Il y a vraiment en fait toute cette partie de la croisette où on croise énormément de familles qui sont là pour la plage, qui attendent devant les hôtels, voir quand même toutes ces grandes stars qui vont sortir ou des choses comme ça, et qui partagent en fait. Cette troisième partie a vraiment ce côté de plusieurs générations qui se retrouvent et qui partagent en fait les mêmes films. Donc il y a vraiment ce côté-là assez joyeux. Est-ce que ce serait pas ça après tout le cinéma? Ah. Oh là là. Ah, si, c'est se passer des classiques de génération en génération. Non, puis en plus, C'est là, ça. c'est l'occasion de se faire mousser. Ouais. Il y a tout le monde qui vient, bien habillé, tu bois du champagne. Tu Bah, montes du tes coup, stars, ouais. Tu c'est bois la du partie champagne si clinquante, c'était quoi. la première partie Voilà, en c'est ça. fait. C'est-à-dire que quasiment toutes les soirées, si tu n'as pas de passe, déjà, t'y accèdes pas. Ou alors sinon, faut vraiment que tu fasses les yeux doux à quelqu'un, ou que tu sois extrêmement bien habillé, ou que tu aies un nombre assez conséquent d'abonnés, ou que tu sois très riche. Sinon, pour le reste, il y a peu de chance. Yann, du coup, toi, ça va? C'est la Ouais, dernière étant très catégorie, riche, y a toi, pas de du coup, problème. ouais. Ouais. Oui. Mais ouais, il y a vraiment toute cette partie-là de, on va dire, l'envers de Cannes, où pour le coup, on te demande ton nombre d'audience, où est-ce que tu travailles, avec Ouais. qui, et en gros, combien tu gagnes. Oui, en gros, dès que t'arrives et que tu rencontres quelqu'un, les premières questions, ça tourne... Par Vite exemple, autour de ça. c'est ça. T'as tourné dans quoi? Tu Mm. connais qui? Et du coup, est-ce que tu vas travailler avec des marques? Donc à ce moment-là, on peut te laisser rentrer ou on peut commencer à copiner. Ok. Par exemple, sur le tapis rouge, un truc, ça se voit très clairement. On va dire que sur 100 personnes, on va avoir 90%, ça va être des mannequins ou des personnes qui sont là avec des marques qui, a priori, n'ont rien à voir avec le cinéma, enfin, pas directement en tout cas. Porte-manteau, quoi. C'est ça. Ensuite, on va avoir quelques pourcents, c'est peut-être l'équipe du film. Et tout le reste, sinon, c'est des gens très riches. Par exemple, on a eu un grand tapage médiatique parce que Jeff Bezos est venu sur le tapis rouge en cassant plein de règles que personne ayant juste une accréditation et ne Ouais. connaissant pas grand monde, Mm. tu ne pourrais absolument jamais enfreindre. Ouais, surtout que c'est hyper codifié, le Festival de Cannes, même la montée du tapis rouge, vestimentairement parlant, en termes d'attitude, par où tu passes, etc. Ah, mais il y a tout un circuit, il y a plusieurs portails. Franchement, j'ai vraiment eu l'impression d'être à l'aéroport parce qu'il y a le même nombre de contrôles. On te fouille tout autant. En plus, cette année, ils ont pas été particulièrement vigilants parce qu'ils avaient qu'une seule peur, c'était les manifestations. C'était Ouais. ma Et les question manifestants. suivante, ouais. Et j'ai jamais vu autant de CRS au mètre carré. Et pourtant, j'ai vu toutes les manifs à Paris Ouais. il y a pas longtemps. Mais là, vraiment, on a croisé un groupe de 400 personnes qui étaient même pas dans Cannes, même, on était un peu à l'extérieur. Et ils se sont fait choper direct. Ok. En C'était- mode militant qui était venu ou... Ouais. Ok. C'est des manifestants qui se sont fait arrêter immédiatement par Ah, les mais CRS, directement, quoi. du Ouais. coup, personne Ok. n'a eu le temps de vraiment de les voir ou même d'en parler. Je te confirme D'accord. que sur les caméras, enfin les quelques montées de marches, de trucs comme ça, tu voyais Mais non, mais aucun tu vois rien. CRS. Mais Mais même dans les journaux, coin, il y a quoi. eu, il y a eu très peu d'images. Enfin, t'as pas eu d'images. Non, non, il y a eu Les la- seules images que t'avais, c'était des collages qu'il y avait ouais. de collages féminicides. C'est tout. Tu ne Mais il y voyais a- pas de militants Il y a apparaître. eu, nulle part. c'est à ce festival de Cannes qu'il y a eu la femme en robe ukrainienne qui s'est Oui, ouais. éclatée Du des sang. ballons de sang sur le corps. Vous avez pas vu ça?
Alors moi je l'ai pas vu Il y a- du tout pour ouais. le coup. Mais J'ai il y pas a- suivi ce en fait, truc-là. il y Moi a non une plus. vidéo sur les marches où, alors, je sais pas du tout si elle est ukrainienne, j'en ai pas C'était vu pour plus. dénoncer la guerre. Oui, elle était habillée en robe bleue et jaune, aux couleurs de l'Ukraine. Mm. Et en fait, elle a sorti 2 sachets de, je sais pas si c'est du sang, du vrai sang ou du faux sang. faux sang, je J'imagine que c'est du faux sang. Mais et en fait, devant toutes les caméras, etc., sur les marches là où il y avait tous les photographes, elle a éclaté les 2 au-dessus de son visage et elle s'est coulé tout le sang dessus. Mm. Et vraiment, dans les 2 secondes et demie, il y a Ouais. un vigile qui s'est jeté sur elle pour. la Ouais, faire en même sortir, temps, quoi. enfin, je suis désolée, hein, mais je pense pas que c'est choqué tant de monde que ça parce qu'on parle de l'Ukraine, alors que quand on va parler à côté de Johnny Depp et Amber Heard, c'est pas tout à fait la même chose. Ah tu oui, vois. tout à fait. Bah oui. Donc je pense que c'était surtout cette deuxième partie qui faisait énormément peur Ouais. au festival et aux organisateurs. En même temps, s'ils choisissaient un petit peu mieux les films qui passaient et les auteurs qui primaient, on s'en sortirait mieux. Mais voilà. Un petit coup de pied dans la fourmilière au cas où. Ouais, mais comme d'hab, écoutez, il peut pas y avoir un épisode sans que je pousse une gueulante, ce serait pas un épisode sinon. Mais du coup, à part ces moments-là, t'as pas senti réellement de tension, parce qu'il y avait pas lieu d'avoir des tensions, peut-être vu qu'ils Non, ils vraiment. stoppaient les gens avant, quoi. Ils stoppaient vraiment très rapidement. Et pour le coup, il y avait vraiment tout ce côté. Dès qu'on arrive aux alentours de la Croisette, aux alentours de Cannes Centre, en fait, il n'y a vraiment pas un débordement, rien du tout. Mm. En plus, Cannes, ça reste quand même une ville, quand il n'y a pas le festival, c'est que des grandes boutiques, ou des casinos, Ouais. ou des vieux. Surtout des Ouais. vieux. Surtout des vieux. Euh, Riches en général, parce Ouais. que c'est quand même la Riviera, et c'est très très calme. Donc déjà de base c'est assez calme, mais alors là pour le coup il y avait vraiment des barrières. Dès qu'il y a des montées des marches, à ce moment-là, on a vraiment on a la police, la gendarmerie, il y a plein de barrières qui sont mises. C'était Je peut-être parlais de beaucoup, l'aéroport, quand même. c'était vraiment ça. ouais, c'est- Il y a vraiment tout un chemin, tout est extrêmement codifié, mais même la montée des marches. Mm. Si on reste trop longtemps au niveau des marches, on directement vous dit hop, vous montez. On n'a pas le droit de faire de selfie, on n'a pas le droit de. Il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit non plus de ramener ou d'avoir avec soi. Mm. Donc c'est vraiment. Ouais, c'est extrêmement. Carré, quoi. Ouais. C'est strict. Mm. Ok, très bien, mais merci déjà pour cette réponse. Et on va revenir un peu plus à l'art, parce qu'on est quand même, on est quand même là pour parler de ça. On a remarqué, et j'ai vu que tu avais surtout vu des films de la quinzaine des cinéastes. Donc c'est intéressant parce que nous, on ne s'est pas vraiment penché Non, non, dessus. Comme on le disait, on est n'a plus pas parti travaillé sur ça. dans nos publications sur la base de qu'est-ce que c'est que le Festival de Cannes, qu'est-ce qui a été primé, etc. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et nous parler de tes coups de cœur, par exemple, aussi ? Ouais, bah en fait, la quinzaine, c'est juste pour revenir rapidement dessus, c'est vraiment l'endroit où on va avoir de jeunes cinéastes, de jeunes équipes qui vont présenter des premiers courts-métrages, des premiers longs-métrages. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéressait le plus, parce que j'avoue que la sélection officielle, j'ai trouvé ça un peu barbant. Ah ouais. Et notamment, en fait, de voir quasiment que des anciens réalisateurs, ou déjà bien installés réalisateurs et réalisatrices, Ouais. déjà bien installés, qui n'avaient pas fait de film depuis, on va dire, 7, 8, certains 10 ans, mais j'avais pas trouvé de nouveau souffle, véritablement. Après, c'est Et donc, souvent ça, pour le coup, dans la sélection officielle. C'est pour ça qu'il y a eu les autres sections par après, de la semaine de la critique ou de Un certain regard, et évidemment la quinzaine des cinéastes. C'est pour que, dans la sélection officielle, il y a plein de réalisateurs et réalisatrices qui, en fait, sont déjà confirmés, entre guillemets. Donc, Ouais, mais c'est en pour même ça temps, qu'ils ça ont fait ferme les un autres peu les trucs, quoi. portes aussi, parce que C'est sûr. c'est sûr, pas et c'est dommage, évident pour des nouveaux réalisateurs ou réalisatrices qui sont plein de talent de pouvoir arriver comme ça Bah, du coup, ils passent par les autres. par la quinzaine. Ouais. Oui, non, mais même tu vois, si c'est souvent ça, le Festival de Cannes, moi je trouve que c'est un peu dommage dans le sens où très vite, on voit un peu toujours les mêmes choses en fait. Ah oui, oui. Mm. Moi, Ouais, c'est vraiment sûr. ça en fait qui me gêne. Après que quelqu'un n'ait pas fait de film pendant X Ouais. années et qu'il revienne et que ce soit un film merveilleux, moi j'ai absolument rien contre. Du moment que c'est un bon film, je prends. Mais il y a un moment où ça tourne un peu toujours sur la même sphère. Moi, c'est Ouais. la seule chose que je regrette un peu. Et c'est pour ça que la quinzaine, j'ai vraiment trouvé que ça apportait aussi quelque chose de neuf. Et il y a beaucoup de belles choses que j'ai vues à ce moment-là. Notamment, moi, mon gros coup de cœur, ça a été... bien sûr, je viens d'oublier son nom, formidable. Riddle of Fire, ça y est, j'ai retrouvé, de Weston Razuli. Et en fait, c'est vraiment pour faire très court, l'histoire, c'est 3 enfants pour jouer à la console qui vont partir à la recherche d'une tarte aux myrtilles. Ok. J'adore. C'est aussi simple que ça. Excellent. D'accord. Et en fait, il y a vraiment toute une esthétique qui reprend un peu déjà les codes des jeux vidéo. Ouais. La musique, par exemple, quand ils trouvent quelque chose, c'est vraiment la musique du jeu vidéo quand on a trouvé la solution. You got it. Exactement, vraiment le petit ting. Il y a tout un jeu aussi sur
le filtre qui est très années 80-90, la lumière pareil, et c'est vraiment assez déjanté. Et c'est aussi quelque chose à la quinzaine des cinéastes que je trouve assez sympa, c'est qu'il y a beaucoup de films où le sujet peut être sérieux, mais on se prend pas si au sérieux que ça. C'est aussi, par exemple, pour la sélection officielle, cette année, c'était beaucoup de films très lourds, très durs. Il y a 1 ou 2 films où c'était quelque chose d'assez fun. Et là, pour le coup, la quinzaine, il y avait un peu ce côté-là. Donc moi, il y a vraiment Riddle Fire qui m'a beaucoup marqué. Et A Song Sung Blue aussi. Alors, je suis désolée pour le nom, ma prononciation est vraiment terrible. De Xian Gang. Et là, pour le coup, c'était une jeune ado qui se retrouve chez son père qu'elle n'a pas vu depuis des années. Et elle va vivre en fait le temps d'un été chez lui et elle va être fascinée par quelqu'un qui est censé devenir sa demi-sœur ou un équivalent. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose où on a vraiment toute la pesanteur d'un été en Chine, avec les couleurs qui sont juste incroyables. La photo est vraiment magnifique. Et les comédiennes étaient juste tellement justes que le film est vraiment passé tout seul. Donc mes 2 coups de cœur vraiment en tant que long métrage, c'était vraiment ça. Et c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup à la quinzaine. Et même la semaine de la critique aussi, ils en ont un petit peu. Mais c'est vraiment aussi les courts-métrages. Il y a énormément de place pour courts-métrages. Il y en a aussi pour la sélection officielle. Mais c'est un peu mis à côté. Il y a un peu le côté de... Le long-métrage, c'est vraiment le Graal. Et bon, le court-métrage, c'est sympa, mais c'est un peu au début. Alors que là, vraiment, ça prend autant de place que les longs métrages, parce que c'est autant d'investissement. Et surtout, c'est une autre façon de raconter. Oui, ça, c'est un autre format aussi. Ça veut pas dire que c'est plus facile, au contraire. Exactement, parce que vous avez vraiment le côté de très rythmique. Comme ça, faut que tu ailles à l'essentiel, et en même temps, faut pas que tu passes trop rapidement sur certaines choses. Non, c'est un format qui est pas évident, moi, je trouve, le court-métrage. Pas du tout, hein. N'est-ce pas, Yann? Non, c'est sûr. Oui, c'est pas facile. Il faut aller à l'essentiel sur des trucs que tu as envie de développer. Non, se lancer là-dedans, c'est pas évident, et encore moins être prêt pour le balancer à Cannes derrière. Ouais, c'est ça. Hein. Puis peut-être l'avantage aussi des courts-métrages, c'est que tu peux en voir énormément. Dans le sens où sur une même journée, ils peuvent en faire passer beaucoup, là où des longs métrages, forcément... Après, il faut que ça reste digeste. Parce que quand t'as vu 15 histoires dans la même journée, ça fait fatigant aussi pour le cerveau. Tu passes peut-être pas tout ton temps de 8h à 19h dans la salle à tous te les faire à la suite. Quoique, Harper, peut-être. Un petit peu. En général, à Cannes, souvent, on est assez nombreux à faire 4-5 films par jour. Ok. Donc souvent en plus là cette année les films sont de plus en plus longs. Là la sélection par exemple officielle, il y avait des films de 3 heures. Donc il y a un moment ça devient effectivement prenant. Moi je sais qu'il y a des films, j'y suis allée parce que souvent effectivement la première projection est à 8h30. La dernière est à minuit. Ensuite, comme on est à Cannes, on enchaîne avec une fête. Donc tu rentres, il est 5-6 heures et puis tu recommences. Et en plus, entre t'essaies de trouver un endroit où manger. Donc moi, j'ai jamais mangé autant de glace de toute ma vie. Parce que c'est frais et c'est facile. Et hop, tu l'engloutis juste avant de rentrer. Donc, j'avais passé dans la story, elle a choisi tous les parfums de glace les plus bizarres que vous pouvez... melon, litchi... Arrête, une glace au melon, c'est délicieux. Voilà, c'est moi ma petite verveine. La seule intervention de Yann de verveine fraiselée, quelque chose comme ça. Non, c'était fruit du dragon. Ah, fruit du dragon. Et verveine, c'est très bon. Je te vois critiquer de loin, mais verveine, c'est très bon. Je suis curieuse, je me dis que ça va pas être fort. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de glace, mais en même temps, si vous voulez aller à Cannes, il y a plein de glaces cheloues. Attends, pourquoi choisir verveine quand il y a chocolat? Ouais, chocolat, je suis d'accord. Mais on n'est pas originaux. On n'est pas originaux du tout. Non mais voilà, fallait tester, mais du coup c'est exactement comme pour les... Tu vois, la glace, c'est exactement comme pour les courts-métrages. Faut vraiment tester de tout. Mais du coup... Ceci dit, les courts-métrages, c'est en train de revenir à la mode. Hein. On le voit, il y en a de plus en plus qui sont balancés sur Netflix ou sur Disney à travers plein de différents formats. On en a parlé dans les précédentes émissions. Tu vois, avec les Star Wars Vision, pardon. Ou ce genre de petits formats. Mais c'est vrai que Disney, ils sortent beaucoup de courts-métrages en ce moment aussi sur des... ils ont toujours fait ça. En fait, Disney et c'est juste que maintenant, c'est plus accessible parce que t'as une plateforme. Il y a toujours eu des films d'animation, des courts-métrages, c'est vraiment leur patte, parce que c'est comme ça qu'ils ont commencé à tester leur animation. Par exemple, Toy Story, c'est sorti en court-métrage avant. C'était pour montrer, regardez ce qu'on sait faire. Mais par contre, je pense que c'est plus simple de sortir un cours d'animation qu'un cours... Ah oui, ça c'est sûr. Ah oui, les cours, par exemple en France,
pour les diffusions des courts-métrages à la télévision, c'est souvent Arte. à des horaires déjà Arte. Mais par exemple, France Télé le fait aussi, mais en plein milieu de la nuit. Ouais. Donc du coup, ils disent c'est super, ton court-métrage va être diffusé, mais à 2h du matin. Canal Plus aussi, ils 2 heures du faisaient ça, matin. pareil. Ouais, Canal Live. Donc c'est Ouais, vachement ça, mais ça compliqué commence à qu'il y ait de la 1h, 1h30, visibilité. 2h, ouais. Donc maintenant, il y en a de plus en plus grâce aux plateformes. Et tant mieux, parce que les gens aiment. Oui, tant Ouais, mieux. c'est ça, ouais. Enfin, après, ça peut être double Mais tranchant aussi. il y avait une plateforme à un moment qui était censée se lancer et justement qui allait faire la promo de tous les formats de 10 minutes en fait. Ok. Tous les formats courts. Ok. Et simplement, le lancement a été totalement avorté. C'était pas Salto Ou le live. Pas du tout. Je sais plus du tout le nom là Ouais, pour ouais. le coup. Mais à la base, c'était le projet. Et finalement, ça s'est pas du tout fait. Et je pense aussi que les formats courts sont revenus parce qu'il y a aussi tous les très très courts formats qui se lancent sur les réseaux sociaux aussi. Ouais. Il y en a beaucoup. Tous les Les gens réels, ont les du mal à vidéos. rester concentrés longtemps maintenant, ils sont habitués à des formats courts. Mais Ah, ouais, je et sais puis pas, même d'un côté, ce qui de... se fait en film, c'est beaucoup des films de 3 heures. Hein. Ouais. Donc, Je pense que c'est ça vrai. vient aussi en réponse à ça. Ouais. Oui, de t'as raison. 3 heures dans une salle, et si en plus le film est mauvais, tu te dis bon, ça va être très long. Alors que juste les petits formats, je pense que ça permet aussi d'avoir quelque chose de beaucoup plus rythmé. Et du coup, au Festival de Cannes, est-ce qu'il y a eu des courts-métrages qui t'ont particulièrement touché ou que t'as Ouais. vraiment aimé? Moi, ouais, pour le coup, j'en ai trouvé vraiment de très très bons. Et pour des univers très différents, par exemple, il y a eu Lemon Tree de Rachel Walden, qui était avec un fils en fait qui fête son anniversaire dans une fête foraine avec son père. Et le père, sur un coup de tête, va voler le lapin d'un magicien. Les pitchs sont géniaux. Ah à non, chaque non, fois, mais vraiment des petites pépites comme ça. Et c'est vraiment, dans un format court, c'est très rapide, très Ouais. énergique. Et on sent vraiment que l'équipe s'est vraiment amusée sur le tournage. En plus, quasiment toutes les scènes, c'est que de l'improvisation. Ok. Et ça, pareil, sur un format long, c'est très compliqué. Alors que là, le format court, vraiment, a pu permettre ça. J'ai eu aussi un de mes autres coups de cœur, c'était The Red Sea Makes Me Wanna Cry de Faris Al-Rioub. Ok. Et c'était cette fois-ci une jeune femme qui va en fait sur les lieux où son fiancé vient de mourir et elle récupère en fait ses dernières affaires. Et c'est vraiment quelque chose de très... C'est un regard à la fois très doux et en même temps on sentait toute la chaleur de l'endroit, vraiment magnifique. J'en ai 2 autres aussi qui m'ont vraiment marqué. C'était Masdel de Mariam Tafakori. Et ça m'a vraiment marqué celui-là parce que l'histoire, c'est l'histoire en fait de 2 femmes du coup qui se racontent et notamment qui racontent comment ça s'est passé avec le dernier homme qu'elles ont rencontré. Et ça se fait en fait, si je dis pas de bêtises, sous une véritable oppression. Donc je crois que c'est par rapport... Là j'ai un doute sur le pays, donc vraiment prendre avec des pincettes. Mais je crois que c'est notamment en Iran que ça se passe cette histoire. Donc c'est vraiment chape de plomb sur les femmes. Et c'était un court-métrage qui n'a pu exister que par l'autofinancement. Ok. Qui est passé vraiment sous le manteau à cause de la censure. C'est une chance qu'il existe en fait, ce court-métrage. Exactement. Et c'est aussi une façon, en fait, quasiment tout est en négatif. D'accord. Donc c'est quelque chose de très poétique. Ouais. Et Ah ouais, d'accord. ça, moi pour le coup, on va dire les films assez expérimentaux comme ça, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais là, ça porte vraiment en fait tout, Ça avait du tout le sens propos. par rapport au propos. Ouais. Complètement, c'était vraiment en fait plein de choses. Je vous montre ce que normalement on n'est pas censé voir et sur quelque chose que je ne peux pas vous montrer. Et donc ça, c'était vraiment très très fort. Et pour le coup, ça c'est un truc qu'on verra jamais. À la limite, dans des festivals tels Sundance, on aurait pu le trouver, mais au Festival de Cannes, c'était vraiment un peu la surprise. Et le dernier qui m'avait touchée, c'était Dans la tête un orage de Clément Perrault. C'est beau comme titre. Et il reprenait des jeunes de 10 à 14, 15 ans qui en fait passent un été au pied de leur cité, et vraiment un peu au milieu de nulle part. Et tous les adultes sont à l'intérieur, histoire de rester au frais, et en fait tous les enfants traînent à l'extérieur et sont un peu abandonnés à eux-mêmes. Donc pareil, je trouvais ça très, très touchant, parce que c'est beaucoup de prise de vue à la base, avec sans acteurs en fait. Tous les jeunes viennent de cette cité-là, et n'avaient absolument jamais joué, et lui, il les a rencontrés par hasard, et il s'est dit, mais en fait, il y a un truc à faire là. C'est presque du documentaire, mi-fiction, mi-documentaire. Et ça reprend vraiment toute cette jeunesse qui s'ennuie au pied d'un endroit où il n'y a rien à faire. J'ai l'impression que de tous les courts-métrages dont tu nous as parlé, il y a quelque chose un peu... Bon, sauf celui un peu plus sombre encore, en négatif, sur ces violences envers les femmes, etc. Mais comme un moment de pause, une sorte de trêve un peu dans ce que tu racontes, dans ce temps qui passe cet été, des rencontres, quelque chose d'un peu
je sais pas comment le définir, mais... Presque quelque chose d'un peu lunaire, un peu... Ouais, pas lunaire, mais une sorte de vision un peu... Une contemplation. Ouais, de contemplation, je crois que c'est le terme, peut-être. C'est alors, le peut-être jeu. que c'est... Cherche tes mots. La compréhension, ouais, j'ai du mal là aujourd'hui. Hein. C'est la compréhension que je sais pas que j'en ai eu à force de t'entendre parler des différents. Non, ça m'a donné envie. J'ai l'impression que c'était une pause un petit peu en même temps qui te sort de tout ce qu'on peut voir sur les plateformes dernièrement, parce qu'il y a ça aussi. Hein. On en parle souvent nous, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de contenus qui sont finalement les mêmes dans ce qui sort aujourd'hui. Là, c'est des courts-métrages qui vont pas chercher l'efficacité. Et voilà, c'est ça. Chose que font les plateformes. Mais du coup, je me demande si c'est des courts-métrages qu'on va pouvoir retrouver à certains endroits, ou est-ce qu'ils vont être voués à faire le tour des festivals avant de sortir un jour, peut-être, sur Internet. Peut-être qu'à un moment, Arte va les récupérer. Tu sais, les diffusions des courts-métrages en France, c'est... Ouais, c'est pas fou. Hein. Ouais. Pour y avoir vraiment une vraie accessibilité, c'est pas incroyable. Quoi. C'est vraiment pas un format... Sinon, c'est Vimeo. En France, c'est vraiment pas un format qui perce. Aux États-Unis, il y en a énormément. Ouais. C'est souvent... d'ailleurs, souvent, c'est ce qu'on dit, mais t'as déjà fait quoi comme court-métrage avant alors qu'en France, c'est pas forcément le format le plus couru. Et les trois quarts du temps, ça existe que pour les festivals. C'est un peu triste, mais c'est vraiment ça. C'est le moment de recréer un financement ou faire des relations, etc. Mais complètement, c'est un peu pour montrer, regardez un peu mon univers, voilà ce que je peux faire. C'est un peu en fait la carte de visite. C'est ça, et puis à côté de ça, en fait, ils ont leur papier avec le gros projet qu'ils ont envie de faire. En fait, il y avait une interview de Jeunet, celui qui a fait... Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet, exactement. Amélie Poulain. Amélie Poulain, exactement. Et en fait, il parlait de ça et il disait que lui, il avait fait des cours d'animation qui reproduisaient vachement son univers, ce filtre jaune, etc. Les trucs un peu creepy qu'il est capable de faire. Et en fait, il a commencé comme ça. Il dit, moi, je suis allé en festival avec un cours d'animation, je l'ai présenté, et après, il a rencontré tout le monde en commençant comme ça. Mais les courts-métrages, ça se trouve pas, en fait. Moi, mais même... je vais parler de quelqu'un que j'apprécie, Alexandre Astier, s'il l'avait... Non mais attendez, s'il l'avait pas sorti lui-même sur... s'il l'avait pas sorti lui-même sur Internet, on n'aurait jamais pu trouver Dies Irae, par exemple. Alors que c'est Kaamelott et c'est un des trucs les plus mainstream qui soit sorti en France, c'est un truc qui a explosé et on aurait pu le trouver normalement. C'est un truc qui se trouvait pas s'il l'avait pas sorti en DVD en fait. Donc c'est ça le problème avec les courts-métrages. Non, mais c'est le moment de créer un festival plus petit que celui de Cannes et de faire des projections de courts-métrages. T'en as plein. Mais d'en faire encore plus. C'est plutôt, il faut être renseigné, faut être renseigné sur les festivals, etc. Alors que c'est vraiment... Parce qu'après, t'as des formats particuliers. T'as le Nikon Festival, t'as les 48 heures du court-métrage aussi, mais... C'est pas tout le monde qui va juste s'intéresser au festival, etc. Les gens, ils veulent juste être posés chez eux, pouvoir avoir accès au court-métrage, et en l'occurrence, c'est pas le cas. C'est pour ça que la plateforme avortée, c'est vraiment dommage, quoi. C'est dommage. Ça aurait pu mais en même temps, regarde, ça aurait fait... On en parle tout le temps du fait qu'il y a déjà tellement de plateformes, qu'il y a déjà tellement de sous à lâcher pour pouvoir regarder et payer toutes les plateformes. Donc... Après, ça peut être une plateforme gratuite. C'est pas obligé d'être une plateforme payante. Tu vois, à moins qu'ils aient des subventions ou autres, une plateforme gratuite. De toute façon... Parce qu'en plus, trouver un public qui est prêt à payer un abonnement pour une plateforme alors que tu n'as que des courts-métrages et t'as peut-être pas 10 courts-métrages nouveaux qui arrivent tous les mois, c'est pas ça pour le coup évident. D'avoir 10 courts-métrages nouveaux qui arrivent tous les mois, c'est faisable. Ça, c'est largement faisable. Vu le nombre de courts-métrages et le nombre de personnes qui en plus, font. Si tu fais une plateforme dédiée, ça motiverait les gens à en faire. Mais c'est ce que dit Thomas, c'est possible que ce soit gratuit, parce que de toute façon, une fois que tu as sorti ton court-métrage en festival, il va dans un placard sur une péloche et plus personne ne le voit. Hein. Il est dans la section archives de je sais pas quoi. Oui, je suis d'accord. Moi, j'envisageais pas. En fait, dans ma tête, on vit dans un monde capitaliste et tout est payant, donc je n'envisageais même pas que la plateforme puisse être gratuite. D'ailleurs, le podcast devient payant. Très bien. À Casse Plus, hein, évidemment. Mais si vous payez pas, on vous met des pubs en plein milieu. C'est parti, tourtel twist. Payez-nous. Non, mais sur les courts-métrages, il y a aussi ce côté, effectivement, juste de carte de visite. Et dans les festivals, hormis si ça gagne un prix, et c'est un peu, effectivement, le Graal de ça gagne un prix, c'est cool. À ce moment-là, ok, peut-être qu'on verra ton long-métrage. Et ouais, moi, je trouve ça extrêmement dommage que ça n'existe que comme ça. Et un format que moi, j'aimais beaucoup, et on l'avait avec Disney à une époque, mais c'était vraiment le reprise déjà d'un truc qui existait depuis tellement longtemps, c'est d'avoir aussi le court-métrage avant le film. Ouais. Il y a pas mal de petites salles
on va dire ce qu'on appelle les salles d'arrêt d'essai, qui passent en fait encore ça. Et je trouve que c'est assez génial parce que ça permet vraiment déjà de se plonger un peu ok, j'ai toute ma journée derrière moi, je me pose, je regarde un truc et ça me prépare un peu au film que je vais voir après. Mais je trouve que c'était aussi un bon compromis pour pouvoir découvrir. Et Disney avait vraiment bien joué avec ça. Ils ont fait ça, il y a avec les Indestructibles 2. Ils avaient sorti Bao, je sais pas si tu l'as vu. Oui. Il était incroyable, Bao. Alors que ça faisait des années que j'avais pas vu un cours avant un film d'animation. Mais t'avais ça au théâtre aussi avant. T'avais des pièces de 15-20 minutes qui te préparaient avant le démarrage de la grande pièce. Et c'était pareil, c'était histoire de chauffer le public, faire en sorte que les retardataires arrivent et s'installent et que ça dérange pas. C'est ça. Mais c'est des trucs que tu retrouves plus. Et je trouve qu'en plus, peut-être moins dans le théâtre, mais t'as pas mal de spectacles où le temps est vraiment défini. C'est 1 heure, 1 heure et quart, tu dépasses pas parce qu'après tu sens que tu perds l'attention des uns, des autres, etc. Et à moins que tu sois dans du théâtre public subventionné et autres, où là on peut se permettre de faire des trucs plus longs, on est vachement limité un peu là-dedans. C'est dommage, ce serait le moment de faire découvrir des petites troupes de comédiens avant d'avoir du Moajdi Wawad qui passe juste après. Bonjour, nous sommes présents. S'il passe 12 heures d'affilée, ils vont pas lui rajouter un quart d'heure au début. Mais non, il fait pas des pièces de 12 heures. On n'est pas chez Mnouchkine, il fait pas des pièces de 12 heures encore. C'est du bon 4 quand même, on est sur 4 bonnes heures. Ouais. Ça va 4 heures. Non, ça se joue 4 heures, non? Qu'est-ce qu'on en pense autour de la table? Ça joue 4 heures. Je l'ai fait 2 fois. Ouais, c'est vrai. C'est long, après, si t'es 4 heures sur scène, ça va. Quand t'es sur scène, en général, ça passe mieux que quand t'es dans le public et tu te dis oh là là, ça fait que 10 minutes. Ouais. Le siège, il est mais même quand t'es dans les coulisses, tu sais, t'apparaît, t'as une scène de 10 minutes. Et en plus, il fait chaud. Ouais, c'est ça. Alors là, en général, tu perds la moitié de ta salle. Ouais. Moi, j'ai vu ça la dernière fois, j'avais vu un spectacle à l'Odéon. Et en fait, c'était en 6 heures avec un entracte... Du coup, au bout de 3 heures, quasiment tout le monde est parti au bout de 3 heures. C'est quoi la pièce? Tu t'en souviens pas? Du tout. C'est un des inconvénients. C'est exactement, tu vois, ce qui s'est passé pour Cannes. C'est qu'il y a un moment, on voit tellement de choses que je peux juste... Il y a des moments où on m'a posé des questions, mais du coup, le film, c'était bien. Et vraiment, pourtant, j'ai pas dormi pendant la séance, mais j'étais vraiment là. C'était un film avec un réalisateur, une réalisatrice et des acteurs. Mais t'en vois tellement au bout d'un moment. C'est ça. Et en plus, il suffit juste que je sois un peu fatiguée. Alors, les noms, c'est la première chose qui part. Alors que pourtant, l'histoire, je vais m'en souvenir. Mais alors, les noms, c'est... Ouais, mais parce que t'as les émotions, t'as ces trucs-là qui sont encore ancrés en toi. Donc, du coup, tu te souviens. Alors que les noms... Et puis, ça en fait un paquet de noms à retenir. Si tu vois 4 films par jour... c'est ça, mais par exemple, tu vois... Riddle Fire, qui a été mon coup de cœur de tout le festival de Cannes, qui est rentré directement dans mon top film hors festival, tout ça. Tu vois, j'ai même bugué en me disant il s'appelle comment déjà? Donc bon. Ok, pas mal. Donc là, tu nous as parlé de la quinzaine, tu nous as parlé des courts-métrages. Est-ce que tu as vu d'autres choses encore en dehors de ça? Ou je n'y connais rien, je pose des questions, je te mets dans la merde. Tu parlais tout à l'heure de la sélection officielle. Est-ce que tu as pu voir quand même quelques films, même s'ils sont un peu plus longs, un peu plus rébarbatifs? Alors moi, pour le coup, pour la sélection officielle, j'en ai vu quelques-uns. J'ai notamment vu Anatomie d'une chute, de Justine Triet, qui a eu la palme. Moi, j'ai pas forcément adhéré en fait au film, parce que c'est vraiment une esthétique qui est très froide. Et j'ai trouvé que même toute la manière dont le film était traité, il y avait un côté très froid que moi, j'ai pas particulièrement aimé. Pourtant, le sujet était très intéressant, d'avoir comme ça un enfant qui est au milieu entre son père qui vient de mourir, une enquête qui est ouverte, et on accuse sa mère d'avoir tué son père. Et le doute, en fait, s'immisce tout le long du film. Et vraiment, le sujet, moi, je suis partie en me disant c'est hyper intéressant, en plus quelque chose dont on parle assez peu, finalement. Dans ce sens-là, oui. Et exactement, et d'avoir en plus ce regard d'une réalisatrice. Et en fait, vraiment, c'était un objet... très froid, mais même dans la photographie, en fait. Il y avait vraiment ça, dans le jeu des acteurs. Volontaire, du coup, complètement volontaire. Honnêtement, je pense. Ouais, je suppose aussi, rien que par le titre, l'anatomie. Oui, il y a quelque chose de... vraiment ce côté très disséqué. C'est ça. Complètement. Et en plus, il y a aussi... là, pour le coup, c'était assez bien joué. Souvent, dans les tribunaux, il y a ce côté aussi très froid on détache en fait votre histoire, on vous donne les faits, et en même temps c'est un des endroits où il y a le plus d'affect forcément qui rentre en jeu, encore plus quand il y a un décès dans un couple. Mais voilà, moi il y a vraiment ce traitement auquel moi j'ai juste pas accroché. Puis le traitement de la lumière, peut-être un côté morgue un peu dans des trucs, comme tu disais, très, complètement très une lumière très froide, très blanche en fait, qui jouait vraiment avec ces codes-là.
Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? J'ai vu Club Zero de Jessica Hausner. Moi, pour le coup, de la sélection, c'est celui que j'ai préféré. D'accord. Je pense qu'il aurait pu aller encore plus loin, parce qu'en fait, l'histoire, c'est un groupe d'ados, dans un lycée, si mes souvenirs sont bons, et une nouvelle enseignante arrive. Ils vont former le Club Zéro, qui est un club, en fait, qui réapprend, entre guillemets, à manger. Ok. D'accord. Et simplement... C'est marrant, ça. Non, mais qui réapprennent à manger parce que troubles alimentaires, choses En comme fait, ça, justement, qui réapprend à manger, et ils appellent ça le fait de s'alimenter en pleine conscience. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on montre, en fait, dès le début, et même dans la bande-annonce, ils montrent ça. En fait, ils vont vraiment prendre les aliments, les sentir, faire comme s'ils allaient manger, mais ne pas les manger. D'accord. Donc vraiment, on arrive justement, on va dire qu'on pousse le côté de, ok, bien s'alimenter, finalement, c'est ne plus s'alimenter. Et pour moi, ça aurait pu aller encore plus loin, mais c'était une proposition qui était un peu différente. Okay. Un sujet pareil qu'on voit quasiment jamais. Et la manière dont c'était traité, un côté très coloré, qui justement jouait avec un peu les esthétiques actuelles, mais qui, par exemple, pareil, changeait un petit peu des traditionnels films où tout est extrêmement sombre et parfois il faut vraiment avoir la lampe torche de son téléphone pour voir quelque chose. Et là, pour le coup, il y avait vraiment ce côté très coloré, un peu pop. Ça tranchait bien, quoi. Avec Exactement. le sujet, en plus. Ouais, complètement. D'avoir aussi un côté un peu un souffle de jeunesse aussi dans ce film-là. Autant sur la quinzaine, il y avait beaucoup de films sur les enfants, sur les ados, autant sur la sélection officielle, pas tant que ça. Et là, pour le coup, ouais, le sujet, moi, m'a vraiment plu. Super. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? J'ai vu Asteroid City aussi, de Wes Anderson. Dis-moi qu'il est bien, s'il te plaît. Alors... Oh là là. Désolée, mais en fait, déjà, depuis The French Dispatch, Ouais, c'est le seul. moi, pour le coup, j'aime énormément Wes Anderson, ce côté un peu... son esthétique, son humour. Il revient Vraiment, vachement, en plus. Souvent, tout le monde en parle. J'aime énormément. Mais en fait, depuis The French Dispatch, j'ai un peu l'impression que ça tourne sur lui-même. Que c'est... en fait, c'est Wes Anderson qui fait du Wes Anderson. D'accord. Et il y a un moment où le casting est dingue, mais j'ai un peu l'impression que, ok, il se marre bien avec ses potes, et qu'en fait, moi, je me suis vraiment sentie un peu exclue. Il n'y a plus la The French Dispatch. recherche qu'il pouvait avoir auparavant dans c'est le ça. travail. Et là, pour Asteroid City, il y avait vraiment toutes les clés en fait, de Wes Anderson sont là. En plus, le casting était encore plus brillant que les autres années. Ils sont arrivés de façon très clinquante aussi sur le tapis rouge, qui était assez fun de les voir arriver en bus. On s'est dit, franchement, il y a que lui pour faire ça. Ouais. Mais pour le coup, c'était vraiment côté chaotique, mais un chaotique qu'on a déjà vu, et un chaotique qui, pour moi, perd en fait un peu le public. Okay. Il y avait vraiment ce côté-là, donc j'ai passé un bon moment. D'accord. Mais c'est pas non plus le film que je dirais il faut absolument le voir, parce que c'était un peu ok, on a fait le tour, quoi. Ouais, et puis je pense qu'il y a une telle aura autour de lui. On a cette image, enfin moi The Darjeeling Limited et le Grand Budapest Hotel ou L'Île aux Chiens, c'est vraiment des films cœur, quoi. Ils sont magnifiques. Des films que j'adore, juste les images me font du bien, les musiques, la chaleur et tout. Visuellement, il y a un truc des tableaux qui sont tellement bien construits, je trouve que... Ils sont super beaux. Peut-être qu'on est arrivé à ce moment-là où, en fait, même nous, on le place sur un tel piédestal que s'il n'est pas au niveau et s'il ne nous amène pas quelque chose de nouveau sur tout ce qu'il nous a déjà présenté, il y a un peu un truc de... Ça s'est essoufflé, quoi. Il est peut-être arrivé à son apogée aussi, hein. C'est peut-être triste, horrible ce que je veux dire. Ouais, il a du mal à se réinventer, et en plus, on a des attentes qui sont super hautes. Il a il s'appelle celui qui est sorti avant The Grand Budapest Hotel, celui où il y a Will Smith qui a sa calvasse apparente. Il est incroyable, ce film. Tu l'avais vu ? Ça se passe dans un camp de vacances. C'est avec des Moonrise Kingdom. Ouais, il était vraiment... Moi, pour le coup, j'ai trouvé tellement fun. Ouais. Et pareil, je trouvais que ça changeait. Enfin, pour le coup, il avait réussi à trouver un petit truc de... petit twist, vous m'attendiez pas totalement là. Je pense que je le préfère encore à The Grand Budapest Hotel, pardon. Ouais. Je crois que je le préfère encore parce qu'il y a une atmosphère qui est hyper décalée. En fait, comme j'ai vu Moonrise Kingdom, The Grand Budapest Hotel, ça a commencé un peu là, même si moi j'adore Wes Anderson, c'est vraiment mon réal préféré. Même si j'ai adoré The Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom, ça a été une telle claque. Vraiment, je me suis dit, mais
on est capable de faire ça au cinéma et genre que beaucoup de gens le voient. C'est un super mais du coup, film, c'est peut-être ça, c'est peut-être qu'on s'est un peu habitué aussi. Il y avait quelque chose d'hyper novateur sur tous ces premiers films qu'il a sortis. Aujourd'hui, on l'attend un peu au tournant à chaque fois parce que on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas aussi. À chaque fois, tu t'attends à avoir les mêmes trucs, les mêmes cadres très esthétisés, les mêmes mouvements très précis. Ouais, et puis c'est peut-être un peu condescendant, mais j'ai l'impression que les gens s'intéressent de plus en plus au cinéma. Il y a de plus en plus de gens qui ont un avis artistique, cinématographique en tout cas, et pas juste j'ai aimé ce film, les acteurs étaient bien. Et du coup, en fait, on commence à être plus pointilleux et on va voir d'autres artistes, d'autres réalisateurs, réalisatrices qui ont des projets intéressants aussi, qui vont sortir un peu du lot. Et du coup, tu as envie de dire, toi qui es là depuis longtemps et qui as su nous surprendre tant de fois, c'est le moment de te bouger un peu plus encore, quoi. Mais après, je pense que, par exemple, là vraiment pour Asteroid City, c'est vraiment... si tu as envie de voir du Wes Anderson... et que tu as envie de voir son esthétique, tout ça, pour le coup, le film fonctionne très bien. Moi, c'est juste, c'est un peu aussi ce que j'expliquais par rapport à la sélection officielle et à la quinzaine des cinéastes. Moi, simplement, c'est que en ce moment, j'ai un peu ce côté de j'en ai ras-le-bol de voir toujours la même chose. Moi, j'ai un peu ce ras-le-bol-là, de même si, par exemple, on va proposer des nouveautés, il y a des moments où je vais me dire... Mais attends, c'est une nouveauté, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça 15 fois. Ce thème-là, il a déjà été abordé. Que ce soit ce thème-là, ces acteurs-là, il y a un moment où je me dis, mais en fait... mais par exemple, ça se voit aussi, moi, un truc qui m'énerve énormément en ce moment, Disney fait énormément ça, c'est tous les prequels, sequels, c'est aussi le fait de... tous les live-action, aussi, qui se font. Et il y a un moment où moi, en fait, je suis là, mais vous n'avez pas de nouvelles histoires. Ouais, ça me rend folle aussi. Il y a tellement de... Ou les remakes de machin, oh là, c'est un enfer. C'est ça, ou même, par exemple, de voir les Fast and Furious, ils en sont au 10e. Là, du coup, c'est le début de la fin. Ou un truc c'est comme ça. Je crois que j'ai vu les 3 premiers c'est et après. Et on sait même pas si le dernier va se faire. Il s'est engueulé avec Jason Momoa, Vin Diesel. Excuse-moi, mais Jason Momoa, Vin Diesel, juste déjà, moi, ça m'invite pas à y aller le voir, ce film. Ça plaît une certaine partie de la population. Et des bagnoles et du nitro. C'est ce genre de film, tu te poses, tu le regardes, c'est tout ce que tu lui demandes. Prends pas la tête. Ah bah oui. Mais ouais, moi, c'est vraiment le truc où il y a un moment, j'ai envie de dire... En plus, il y a tellement de scripts, il y a tellement de nouvelles histoires qui sont juste qui sont des piles. En plus, même pas sur un bureau, genre dans des couloirs, tellement il y en a. Et moi, c'est un peu le truc pour Wes Anderson que je lui reproche un petit peu. C'est pour moi, en fait, la sécurité. Le côté de on sait que ça va marcher. Par exemple, Wes Anderson, il y avait un peu ce côté-là de on va lui donner ce budget-là parce qu'on sait que ça va marcher, on sait que les gens vont venir, que ça fonctionne et tout ça. Et moi, c'est juste une petite prise de risque. Mais après, pas forcément le truc comme le court-métrage où tout est en négatif. Pas forcément d'aller jusque-là, mais ne serait-ce qu'un truc qui change un petit peu, où je me dis, ok, je vois pas simplement la copie d'un autre film, on a juste changé les noms et les prénoms, et c'est fini. Mais il y avait un peu... pour moi, il y avait un petit peu... un peu de ça. J'exagère vraiment, mais il y avait un peu de ça quand même, pour Asteroid City. Donc le dernier film de la sélection officielle que j'ai vu, qui m'avait vraiment intéressé, c'était Firebrand, donc le jeu de la reine de Karim Aynous, et ça revient sur la dernière femme de Henri VIII. Et pour le coup, c'est vraiment le genre de film où moi, j'ai juste profité dans la salle. Je me suis pas dit, tiens, la lumière, les acteurs... Vraiment, c'est le truc, le film... T'es embarqué. Le film d'époque, où vraiment, je me suis laissée prendre par l'histoire. En plus, c'est une des femmes dont on parle assez peu, finalement, et qui est la seule à ne pas avoir été assassinée. Du coup, on va garder sa tête. La chance. Non, mais vraiment, c'est... Il y en a pas mal qui sont passés, en plus. Je crois qu'elles étaient 8, du coup. Et donc, c'est la seule, si mes souvenirs sont bons, qui a pas été assassinée. Il y en a qui sont pas restés longtemps en plus, ça a été vraiment très rapide. Mais complètement. Et effectivement, en général, en plus, on parle souvent des sœurs Boleyn, vu le nombre de films ou de pièces qui ont vraiment été faits sur elles. Donc d'avoir un autre point de vue, une autre reine qui est quand même assez débrouillarde, ça faisait vraiment plaisir. Puis le casting était vraiment génial. Les costumes, j'imagine. Une folie. Ouais, là pour juste, le coup... T'as juste envie de jouer à un film d'époque. Moi, chaque fois que je vois ça, j'ai juste envie de... Prenez-moi, s'il vous plaît, dans un film. Je cache mes tatouages, je fais ce qu'il faut, mais je veux une robe avec un bustier de fou. Mais la même chose à chaque fois, je me dis, mais vraiment, dans ce genre de film où tu sors et tu te dis... apprendre à monter à cheval. Ouais. Apprendre à respirer dans un corset. Dans un corset, et c'est bon. Moi, je signe où vous voulez. Ouais. Alors, sachez, s'il y a des réalisateurs, des producteurs qui nous écoutent, je fais de l'escrime artistique. On peut s'arranger. Mettez-moi à l'équitation et on est bon. Pas de galère.
Voilà. Bon, en tout cas, écoute, tu nous as quand même parlé de beaucoup de films, là. T'as bien fait ton travail. Merci. Merci, c'est gentil. Voilà, et si vous voulez des notre conseils travail pour spécial. faire un bon épisode, il suffit d'inviter Harper. Petite dernière question. Yes. On va pas trop revenir sur toutes les palmes qui ont été décernées. Il y a un post exprès pour ça. Il y a un post exprès pour ça. Voilà, rendez-vous Merde, sur Ah, on recommandé. pourrait pas en parler, en plus. ___. Non, petite question pour finir, parce que on est un peu des gauchos ici, c'est assumé. Est-ce que tu as vu du Notre coup seule conscience de droite n'est pas là Ouais, aujourd'hui, donc tu peux y aller. le rire de droite n'est pas présent aujourd'hui. Est-ce que tu as vu le discours de Justine Triet? Est-ce que tu as un avis justement sur cette intervention de sa part à la remise de palme? Du coup, ouais, j'ai vu et entendu son discours. Alors moi, j'avoue que j'ai un avis assez, on va dire, mitigé. Parce que en même temps, j'étais contente que le sujet en fait arrive, qu'on voit, parce que de vivre aussi Cannes un peu sur tous les plans, il y a un peu ce côté de c'est beaucoup de paillettes, c'est beaucoup de strass, c'est la partie qui fait rêver, et en même temps il y a toute la partie de galère, pareil, d'avoir plein de personnes qui sont juste en train de galérer. Le cinéma, c'est pas non plus que les paillettes et les marches, c'est essentiellement bonjour, j'ai un film, ah ok, bonjour, j'ai un film, bon ok, bonjour, j'ai un film, et en fait tu fais ça mais pendant quasiment des années avant de parfois pouvoir trouver un truc. Donc de l'entendre ramener ce sujet-là, au niveau des retraites, de tout ce qui s'est passé, ça Même permettait les aussi équipes techniques aussi, hein, parce que c'est plein de mecs, Complètement, ouais. ils dépendent de leur intermittence aussi, hein, donc c'est pas forcément les plus riches du lot, et c'est grâce à eux que les films existent, quoi. Non, mais et puis aussi de ramener un peu le festival de Cannes à la réalité. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup ce côté de Cannes, en fait, c'est vraiment... le festival est très déconnecté de tout ce qui se passe. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai un peu ce côté mitigé, c'est que elle a eu quand même la palme, donc de vouloir aussi célébrer. En plus, c'est que la 3e réalisatrice. Oui. Donc, de pouvoir vraiment célébrer ce moment-là. Et en même temps, il y avait un peu ce côté, pour moi, j'ai aussi envie de rêver. Et donc, il y a un moment où avoir toujours la politique juste au moment où on a envie un peu de glamour, on a envie un peu de quelque chose de plus léger. C'est ça, vraiment d'avoir la fête. En plus, c'était vraiment la fin du festival. À ce moment-là, moi, j'étais un peu... pourquoi ne pas l'avoir dit avant et simplement d'un seul coup Je pense qu'elle aurait pas été écoutée de la même manière. Là, la différence, c'est que c'est une réalisatrice. Elle a la palme, elle a le micro, elle est sur la scène et tout le monde l'écoute. Et elle sait qu'en plus, ce sera filmé parce que ça va passer au JT. Ça passait en direct. Elle aurait raconté ça une semaine avant, ça aurait pas du tout eu le même impact, ou même une semaine après, ça aurait pas eu du tout le même impact. Donc c'est vrai que c'est dommage de ce truc de... Moi, je te rejoins totalement là-dessus. Ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'en fait, c'est presque... Elle a vite fait célébrer son film, et très vite c'était j'ai quelque chose à dire, où tu es en mode waouh, ok, t'as parlé de ton actrice principale, j'avais entendu Pierre Lescure parler de ça aussi, qui disait elle a célébré son actrice principale, mais elle a oublié un peu de célébrer les autres, alors ok, ils étaient derrière elle sur la scène. Mais quand même, c'est important de dire... Mais voilà, c'est ça, il y avait Swan Arlo notamment, où j'ai pas vu le film, mais d'après ce que disait à nouveau Lescure... que Swan Arlo, lui aussi, faisait vraiment partie intégrante de ce film-là et qui participait à son succès, etc., etc. Et c'est vrai que je trouve ça dommage, à nouveau, de politiser cette fin, même s'il le fallait. Enfin, même si on savait à un moment que ça allait sortir. Mais ouais, ça fait un peu... super, j'ai mon prix, je le mets sous le bus, et puis en fait, j'ai un message à dire. Mais il y a ça aussi un peu... j'ai trouvé ça, là, les dernières années aussi. Quasiment tout le monde, maintenant, regarde les discours de remise de prix en se disant, ok, qui va faire le discours politique du moment. Ouais, même au Molière. Mais ça a toujours été le cas. Ouais, mais c'est ça, en fait. C'est très français, hein. Mais pas forcément. Pas forcément. Aux États-Unis, énormément. Mais parce qu'en même temps, il y a eu plein de grands mouvements ces dernières années, entre Black Lives Matter... DiCaprio qui a parlé de la planète et qui après a pris son jet pour rentrer. Ouais, c'est vrai. Mais je pense faites attention. Il y a un truc Faites aussi du tri. Mais il y a un truc où aussi on demande aujourd'hui aux personnalités publiques, aux stars, aux acteurs, d'être engagés d'être dans une forme de militantisme, peu importe laquelle c'est, que ce soit lié au mouvement MeToo, que ce soit lié au changement climatique, que ce soit politique, etc. Il y a un truc un peu de... il faut être engagé si tu fais de l'art aujourd'hui. Il n'y a pas de... Je fais de l'art pour faire de l'art, tu vois. Certes, mais tu vois, par exemple, c'est Jane Fonda qui a introduit à la Palme d'Or, c'est pas elle qui a annoncé, mais c'est elle qui était là pour faire la mini-présentation. Et elle a eu un discours que j'ai trouvé à la fois très engagé,
en l'espace de 3 phrases. C'était où elle brillant parlait, ce qu'elle a fait. Où c'était vraiment, elle dit, bah voilà, il y a des réalisatrices dans la salle. Moi, j'étais là en 63, je crois qu'elle avait dit. C'est ça. J'étais là en 63, il n'y avait pas une seule réalisatrice qui était là. Et point, ça a mis le truc et point. Là, en effet, c'est vraiment... alors, j'ai écrit quelque chose, je vous sors le truc. Ouais, c'était maladroit peut-être aussi. Je trouve que c'était un peu maladroit. Après, ouais. Toute cette affaire retraite est un peu maladroite, donc... Tu emploies le mot maladroite, toi. C'est drôle, c'est pas celui-là que j'aurais choisi. Bon, pas une question de... Je reste sur le fil. Ouais, voilà. Non, mais je vais effectivement, ravaler mes mots. Moi, je te rejoins vraiment sur son discours. Enfin, c'était très, très juste et vraiment assez efficace pour que tout le monde comprenne le message. Oui. Effectivement, en plus, et surtout de reconnaître aussi. Parce qu'elle l'a dit, mais en fait, moi, à mon époque, il n'y avait pas une seule réalisatrice, et en fait, on s'est pas dit qu'il y a un truc qui clochait. Ouais, c'était normal, quoi. Et d'un seul coup, là, d'avoir la 3e réalisatrice et tout ça, et donc, vraiment, ça célébrait à la fois ce qui avait besoin d'être célébré, et en même temps, de pointer du doigt le reste. Et c'est pour ça que, moi, le discours de Justine Triet, j'étais un peu plus mitigée. C'est parce qu'en fait, on avait un peu l'impression que les deux pouvaient pas cohabiter. Ouais. Et moi, j'avoue que de temps en temps, j'ai un peu ce côté-là de se dire, bah ouais, mais parfois, j'ai juste envie de montrer mon travail et j'ai pas forcément envie que ce soit politisé, et parfois l'inverse. Mais de se dire, mais pourquoi on peut pas lier les deux ? Moi, c'est le seul truc, en fait, qui me laisse un peu entre deux, c'est de dire, mais on peut aussi bien célébrer et dire aussi la réalité. Question de finesse, en gros. Totalement. Écoute, merci pour toutes ces réponses. Bah, merci c'est à très vous intéressant. pour ces questions. C'est pas tout à fait fini, n'est-ce pas, Hugo ? On va passer au reco maintenant. Alors, Candice, tiens. Ah, c'est moi qui démarre. Quelle est ta reco ? Eh bah, on parlait tout à l'heure, on disait que les préquels, les sequels, on en avait marre. Je vais vous parler d'un préquel. Alors, je vous avais déjà parlé des chroniques de Bridgerton, ce n'est pas nouveau, on les voit partout, tout le monde connaît, tout le monde a aimé, tout le monde a critiqué. Et ben, je vais vous parler aujourd'hui, du coup, de La Reine Charlotte, un chapitre de Bridgerton. C'est toujours réalisé par Shonda Rhimes. J'essaye de bosser l'accent. T'auras pas l'accent d'Harper. Non, j'aurais pas l'accent d'Harper. Il est pas forcément très bon, donc... Je suis un peu jalouse quand même. Notamment, qui est la créatrice de Grey's Anatomy, Private Practice, Scandal. Et c'est réalisé par Tom Verica, qui, en passant, a bossé sur les 3 séries que j'ai citées avant aussi. D'accord. Qui est réel, qui est acteur, mais je vous avoue que... Je sais pas... Il fait un bon taf de réel. Voilà, il joue, il réalise, voilà, je sais pas, je l'ai peut-être vu quelque part, ça me dit rien. Reste derrière la caméra. Miskin. Et donc, comme je vous le disais, donc, c'est un préquel, c'est une série dérivée qui est sur la jeunesse de la reine, son arrivée au pouvoir, qui est plus ou moins mouvementée, parce qu'elle arrive donc au pouvoir à 17 ans. Enfin, quand je dis au pouvoir, elle se marie avec le prince régent, et on est là genre, allez, fais les gosses. Mais je trouve que c'est plutôt bien amené sur leur histoire d'amour, parce que forcément, ça part quand même d'une histoire d'amour, mais pas que, parce que moi, j'aime pas quand c'est trop gnangnan non plus. Et on revient beaucoup sur cette histoire de diversité au sein de la cour. Donc les nobles, on avait parlé à l'époque quand j'avais fait une petite... Comment ? Quand tu parlais des Bridgerton. Ouais. Oui. J'avais fait un petit reco là-dessus, j'en parlais, et puis je me disais, moi ça me dérange parce que... il y a cette mixité au sein de la cour, c'est pas en adéquation avec l'époque, d'un point de vue historique, etc. Et puis c'est une fiction. Et puis c'est surtout que c'est un peu gratuit. Ah non, mais honnêtement, c'est une fiction. Oui, tout à fait. Vous n'avez pas vu sa tête. Ah bah c'est une fiction. Putain, j'étais au PMU là. Ouais, avec le bras posé sur le dossier de la chaise. Il manque plus que le petit canon à la main, quoi. Non mais oui, sur cette histoire qui est une fiction en effet, mais je sais que ça avait dérangé pas mal de monde cette idée de c'est normal. Tout le monde est là, on se pose pas de questions, on vend une série un peu d'époque et pourtant il y a plein d'anachronismes, c'est bizarre. Et bah, ce qui est génial dans ce préquel-là, c'est qu'ils reviennent énormément là-dessus. La série démarre, la reine Charlotte, donc, qui est noire, mais on joue justement sur le fait qu'elle est métisse, on essaye de la blanchir le plus possible. Dès le départ, elle comprend pas que elle, en tant que femme métisse, on puisse lui demander de venir à la cour pour épouser le prince régent. Et donc, du coup, il y a toute cette question de comment on a intégré ces familles nobles qui, à la base, ne sont pas blanches et du coup, qui n'étaient pas acceptées. Je me perds. Bref, j'ai trouvé ça très intelligent dans la façon dont c'était amené. Ça m'a un peu réconciliée aussi parce que je trouvais que c'était très très gnangnan et donc du coup je me suis dit ok, un peu plus de profondeur. Le sort des femmes à cette époque, alors évidemment on ne parle
que des femmes nobles et non pas de toutes les pecnos qu'on peut trouver aussi en dehors, dont la vie est vachement plus compliquée. Mais on parle de ça. Qu'est-ce que c'est que d'être une femme et d'être mariée à un homme qu'on connaît pas ? C'est un sujet dont on a déjà entendu parler, mais un sujet dont on a moins entendu parler, c'est qu'est-ce que ça fait quand on est une femme d'une 50aine, 60aine d'années, veuve depuis 20, 30 ans, et que tu ne peux pas te remarier et que à la base, ton seul rôle, c'était de procréer. Voilà, donc il y a toute cette question du corps des femmes, de comment on évolue dans cette société-là, dans cette mixité. C'est un remous et je n'ai pas encore terminé la série, mais je trouve que franchement, c'était un petit peu une bouffée d'air frais par rapport aux 2 premières saisons que j'avais bien aimées, mais qui avaient plein de trucs sur lesquels on pouvait s'arrêter pour râler. Et vraiment, je vous invite à la regarder. Donc c'est toujours sur Netflix. C'est 6 épisodes, en moyenne 52 minutes. Je crois qu'il y a un épisode qui fait 83 minutes, quelque chose comme ça. Mais ça se regarde tout seul. C'est des bons morceaux, oui. Ouais, 5 épisodes de 53, un épisode de 83, quoi. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Candice. Et toi, Yann ? Yes, et moi je vais vous parler d'un petit film français, je vais vous parler de Du vent dans mes mollets de Karine Tardieu, sorti en 2012. Donc c'est une comédie dramatique narrant l'histoire de Rachel, une petite fille de 9 ans, angoissée et timide, coincée au milieu d'une vie de famille pas tip-top, le temps faisant son œuvre sur un couple qui se fatigue. Rachel va rencontrer la jeune Véronique à l'école, qui va devenir sa meilleure amie. Et c'est ensemble qu'elles vont faire, évidemment, les 400 coups et un peu découvrir le monde comme on a l'habitude dans ce genre de scénario. On retrouve Juliette Gombert dans le rôle de Rachel, Anna Lemarchand dans celui de sa meilleure amie, et puis Agnès Jaoui et Denis Podalides dans le rôle des 2 parents. Et ouais, c'est un beau casting, le film il est beau, il est doux, c'est super bien joué, et d'ailleurs l'image est vraiment top, c'est très coloré, tu passes d'un espace de famille qui peut être très froid, très sobre, à d'autres scènes beaucoup plus colorées quand c'est un peu plus funky, quand c'est un peu plus disco, quoi. L'histoire des 2 gamines nous rappelle de beaux souvenirs d'enfance, c'est une belle petite Madeleine de Proust, et en parallèle, l'histoire des parents nous montre une petite désillusion de l'avenir. Mais bizarrement, les 2 histoires s'assemblent super bien et sont vraiment intéressantes à suivre. C'est 1h30 de douceur qui saura vous toucher dans ces moments les plus tristes. Figurez-vous que je l'ai vu hier dans le train et j'ai pas pu m'empêcher de pleurer devant tout le monde. Oh, petit chat. Et ouais, c'est Du vent dans mes mollets et c'est dispo à la location sur Amazon Prime et sur Canal VOD. J'en ai jamais entendu parler. J'en avais jamais entendu parler. Le nom est génial, ouais, je le trouve, nom est par trop contre. cool. Ouais, et franchement, très très envie, ça. Tu le regardes, t'es là, waouh, c'est trop mignon. C'est trop bien, vraiment incroyable. Je vous le filerai si vous voulez, je l'ai dans ma bibliothèque. C'est là dans ton Yanouflix. Exactement, dans mon Yanouflix. Okay. Merci beaucoup, Yann. Et toi, Harper ? Alors moi, ma reco, en fait, ça va être un film qui date de 1986, qui s'appelle El Amor Brujo. C'est l'amour sorcier, en fait, de Carlos Saura. À la base, El Amor Brujo, c'est en fait un morceau de musique d'un de mes compositeurs préférés qui s'appelle Manuel de Falla. Et en fait, ça revient sur la collaboration entre Antonio Gades, qui était un grand en fait, danseur de flamenco, et donc Carlos Saura. Et ça mélange vraiment toute une esthétique espagnole avec beaucoup de décors, en fait. Quasiment tout est tourné en studio. Okay. Et en même temps, très vite, on oublie en fait qu'on est vraiment en studio, on voit tout le côté désertique, la chaleur en fait qui est vraiment là, mélangé à la musique classique de Manuel de Falla et en fait avec énormément de compositions de flamenco. Moi, c'est vraiment le flamenco que j'ai découvert par rapport à ce film-là. Et en gros, l'histoire, c'est selon une coutume gitane, José et Candela ont été promis en fait l'un à l'autre par leurs parents alors qu'ils étaient enfants. Une fois adulte, Candela doit donc se marier avec José, qu'elle sait pourtant volage et qui parle d'amour avec Lucia le soir même des noces. Lorsque José est tué en fait d'un coup de couteau au cours d'une bagarre, Carmelo, amoureux de Candela depuis toujours, en fait est accusé à tort. Et on arrive au moment où il revient en fait après plusieurs années de son retour de prison, où Carmelo en fait recherche Candela, mais celle-ci du coup le repousse. Ok. Voilà, donc c'est ça ma reco, et ça fait vraiment partie d'une trilogie entre Gades et Saura, et qu'on retrouve facilement sur Internet. Ah, c'est super. D'accord. Bien, super intéressant. Sur Internet. C'était le petit suspense de fin d'émission. Merci beaucoup, Super. Trop chouette. Et toi, Thomas, c'est quoi notre reco ? Et toi, Hugo, c'est quoi notre reco pour la première fois Pour la première Il y fois, a un petit happening. on va faire une reco à 2 pour la Oui. première fois, mais parce que on a vu le film ensemble, tout simplement. Oui. On a vu Spider-Man. Across the Spider-Verse. Yes. Quand on parlait qu'on en avait marre des Rickwell, des machins, trucs. Justement. Ouais, c'est ça. Oui. Bah justement, on en a marre des Justement. Rickwell, on en a marre Rickwell des
de toutes ces des reboots, des suites, des préquels, c'était préquel le mot. De toutes ces choses-là. On en a marre aussi des films de super-héros. Je suis le premier à vous dire que que j'aime beaucoup. Vous le voyez pas, mais il a un t-shirt Batman. Que c'est faux. Il est noir. Par contre, il est réversible. Donc bref, on en a un peu marre de tout ça. Même si j'ai très hâte, par exemple, du film Flash qui va sortir. Oui. La bande-annonce est cool. La bande-annonce est très cool et je pense que le film peut être une petite dinguerie. On en a marre, mais le 31 mai, qu'est-ce qui est sorti ? Le 31 mai, qu'est-ce qui est sorti ? Le fameux Spider-Man. Un petit film qui est sorti. En fait, le premier volet, parce qu'il s'agit d'une suite, le premier volet était sorti en 2018, était passé un peu inaperçu, donc Spider-Man New Generation. En France, ouais, sinon c'était Into the Spider-Verse. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est l'histoire de Miles Morales, donc un nouveau Spider-Man, qui se fait piquer par une araignée, semblerait-elle mutante. Oh, wow. Semblerait-elle mutante. Donc là, aucun spoil. Ça avait c'est jamais été Spider-Man, fait, quoi. ça. Aucun spoil, c'est Spider-Man, sauf que le film est incroyable au niveau de la technique, au niveau de l'histoire. Mais justement, c'est pas un film comme les autres. Ouais. Exactement. Et du coup, le premier avait mis un peu une claque à tout le monde. Ouais. Et moi, en allant voir le deuxième avec Thomas, je me suis vraiment dit, soit ça va être moins bien, soit ça va être un petit peu mieux, soit ça va être pareil, mais ils feront jamais bien mieux. Et ben, je suis sorti de là et c'est une claque en fait. C'est la vraie claque. J'avais vu sur Quotidien la meuf qui parle de tout ce qui est culture et tout, avait dit c'est un peu un Marvel indépendant. Et j'étais en mode putain ouais c'est vraiment ça. Le traitement de ce film-là, ils ont fait toute une esthétique des comics. C'est ça qui avait révolutionné un petit peu dans le 1, c'est ce que dans le premier. Cool. Dans l'un, t'avais c'était une explosion, vraiment, t'avais marqué baboum. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et c'était vraiment le truc du premier. Et là, ils ont évidemment repris ce concept-là, mais ils l'ont beaucoup plus élargi. On va dans plusieurs mondes. À des milliers d'animations différentes. C'est-à-dire que chaque Spider-Man a son animation. Il va y avoir de la 2D isométrique, de la 3D, du comics, il va y avoir... Du collage. Ils ont utilisé toutes Du les techniques Lego. possibles et Du Lego, imaginables. de l'aquarelle. Ah ouais. Oui. Ouais, en fait, il bien. y a énormément d'animations différentes, à tel point qu'on peut se demander à un moment... Moi, à un moment, je me suis demandé pendant le film, merde, est-ce qu'à un moment, quand ils vont tous se rencontrer, on le sait, c'est dans les bandes annonces, à un moment, ils vont tous se rencontrer. Est-ce que ce sera digeste? Est-ce que, voilà, ce sera digeste, et est-ce que ce sera pas un peu trop, toutes ces animations différentes et tout. On a même des moments en live action, et en fait... tout ça, ça passe, c'est génial, et puis vraiment, un peu, c'est super. Comme c'est ce que je racontais à Thomas, c'est que c'est ce qui fait que ce film est super génial, c'est qu'il évite de pointer du doigt et de mettre la tête du spectateur vers les endroits qu'il veut montrer. C'est-à-dire que s'il y a un truc dans le fond qui est flou, qui passe, il va jamais faire la mise au point dessus en disant « Regardez, la référence ». La référence, elle va passer en flou. Et c'est juste le spectateur qui va la voir. Et c'est de son nom. Voilà, exactement. C'est très intelligent. Et là, on n'arrête pas de parler de la technique parce qu'en effet, c'est très très beau. C'est ce qu'on se disait. Le premier quart d'heure, donc toute la scène d'ouverture dure un bon petit quart d'heure. On s'est regardé, on était presque à bout de souffle tous les deux. Il se passe un quart d'heure avant le générique de début. Un quart d'heure. Ok. Qu'est-ce qu'on va se prendre dans la gueule? Et au-delà de la technique, l'histoire est aussi, à mon sens, très novatrice. C'est par là aussi que c'est pas un film comme les autres. C'est qu'on va mettre vraiment Spider-Man face à ses contradictions de est-ce que tu sauverais une personne ou est-ce que tu sauverais tout le monde? Un peu. Et c'est vraiment... Est-ce qu'on peut tromper quelque chose fois le je l'ai eu si fort. Enfin bref, il vient toucher des moments qu'on n'a pas forcément vus ailleurs. Ils viennent aussi avec des scènes parfois un peu longuettes, mais où l'intention est vraiment juste des fois dans une émotion, dans une relation qui est vraie. Et moi, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que dans ce film, c'est un film qui parle d'adolescence, d'adultes et d'enfance. Le discours des adultes vers les enfants, c'est jamais quelque chose, j'ai perdu le terme, de moralisateur. L'inverse aussi. Entre les hommes et les femmes, il n'y a pas de truc, il n'y a pas une princesse à sauver et il n'y a pas un studio qui essaye de montrer une femme ultra forte en faisant trop et on se dit, ils font exprès juste pour vendre et faire genre, regardez une femme forte, elle est forte, au point que ça en devient ridicule. Non, c'est deux personnes égales à tout moment en fait et c'est ça qui est super beau dans ce film aussi, c'est que le discours est toujours juste. Il n'y a aucun moment où tu te dis
c'est trop. C'est jamais tout Tu vois, moche. c'est ouais, jamais- voilà. ouais, Il n'y a c'est jamais trop un bien. moment où tu te dis, ok, il la prend par la main, il la tire en courant en lui disant, viens. Et il n'y a pas de moment comme ça où tu te dis c'est relou pour elle ou c'est relou pour lui. Et moi, j'ai trouvé ça hyper pertinent, quoi. J'ai vraiment ce film et j'y ai repensé plein de fois et je me dis, il faut que j'y retourne. Ouais, là où d'autres films Spider-Man qui sont sortis récemment, tu peux te dire, en y repensant, oh, en fait, c'était pas si bien. Oh là là, mon Dieu. Là, en effet, plus j'y repense, ça fait quelques jours qu'on l'a vu, ça fait 5-6 jours maintenant, c'est depuis mercredi. Et là, plus j'y pense, plus je me dis, c'est vraiment un film fou qu'il faut que j'aille revoir. C'est un des en meilleurs salle. Marvel, pour sûr. Top 3, moi, je dirais. Ouais, depuis Et la BO 10-15 ans. Oh, bah la BO. Et la BO, au niveau la de... BO, alors justement. C'est exactement ce qu'on se disait avec Thomas. C'est que la BO, il y a moins de musique, il y a moins d'instants. Parce que dans le premier, il y avait vraiment des moments où la BO se mêlait au moment de vie. Pas forcément à l'action, mais au moment de vie. Non, mais t'avais la radio qui passait. Où il mettait son casque, etc. Il se mettait à danser. Voilà, où c'était de la musique voilà. commerciale. Voilà, c'est ça. Et bah dans le 2. Travis Scott et compagnie. Il y a toujours du Travis Scott, etc. Enfin, c'est pas Travis Scott, mais je non, parle plus. Mais dans le 2, il y a toujours ça. Beaucoup moins. Mais par contre, quand ça pète. Ah non, mais c'est tellement juste. Et je la trouve musique, elle est... La musique, l'OST qui a été composée pour le film, ouais. prend encore plus, déjà qu'elle était présente dans le premier, par 2-3 notes, 2-3 thèmes qui arrivaient, et où, ça simple, une note de musique qui me plaît dans un moment charnière d'un film, ça peut m'emporter et je peux tirer ma larmichette. Là, dans ce film-là, c'est poussé encore plus à l'extrême. Et c'est simple, pour moi, le film est une réussite sur tous les aspects, vraiment tous. Waouh. Excepté peut-être sa fin, mais bon. Allez. Là, on chipote. Allez, c'est vraiment du chipotage, c'est vraiment pour dire, il y a un truc où vous direz. On spoilez pas, on ira le voir. Non, spoil pas, faut aller le voir, c'est tout. Eh ben, merci beaucoup, Thomas. Cool, merci beaucoup, Hugo. Eh ben, avec plaisir. Merci à vous deux. J'ai un peu le somme de pas y être allé avec vous, du coup. Mais on y retournera, tous ensemble. Comme des potes. Eh bien, c'est la fin. C'est la fin. Merci beaucoup, Harper, pour ce moment que tu nous as accordé. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est hyper intéressant. Alors, petite question avant de terminer. Est-ce que tu as des actus en ce moment dont tu voudrais nous parler ? Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part ? Eh ben, en général, on me retrouve facilement sur les réseaux sociaux. Je suis hyper active, on va dire. Donc sur Instagram tout le temps. Harper S. Harlow. Exactement. Et en fait, avec XH, on a sorti notre premier EP. Donc là, on peut retrouver nos 6 sons maintenant quasiment sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, YouTube, un peu partout. Apple Podcast et compagnie. Yes. Nickel. Et bah écoute, on ira suivre ça. Et n'hésitez pas à la suivre sur Instagram du coup, parce que tu postes pas mal de choses quand même. Ouais, aussi bien en fait ma journée qui est absolument inintéressante, mais voilà. C'est juste pour partager et des choses qui m'ont plu, qui m'ont touché. Par exemple, Festival de Cannes, j'avais tout reposté. C'est dommage, ça arrive juste après, mais si vous aviez été abonné à ce moment-là, vous auriez suivi toutes ces stories en direct. Et non, après, tu repostes quand même pas mal de création d'artistes aussi qui t'inspirent, en général, tout ce qui photos, tout ce qui me touche, en fait, ça va vraiment de la citation à une œuvre d'art ou un film ou une pièce que je suis allée voir. Dès que ça m'a touché, en fait, je partage, parce que je pars vraiment du principe que si c'est bien, autant que le plus grand nombre puisse en profiter. Waouh. C'est beau, hein. C'est beau. Je l'avais écrit sur ma petite feuille. Il s'est retourné là, mais je l'avais préparé. En tout cas, sachez que si on a d'autres actus de la part de Harper, on n'hésitera pas à en faire part sur notre Insta recommandé. Une fois de plus, je fais de la pub. J'allais dire hashtag, non. @recommandé __. C'est dans la description. C'est dans la description, tout à fait. Merci Yann. Avec plaisir. Merci Candice. Ouais, merci, on fait ce qu'on Merci Thomas. Avec plaisir. Je suis Hugo. Merci Hugo. Avec plaisir. C'était recommandé. Au revoir.